Ok, donc on va attaquer pour les quatrièmes un nouveau chapitre. On a terminé pas mal de points. Donc là, je vais attaquer le morceau de la chimie. Donc c'est un nouveau chapitre, hein. Donc vous pouvez prendre une nouvelle page dans le cahier et faire les activités qu'on va faire à partir de maintenant à la suite. Sachant que les activités, donc si vous avez un peu du mal à lire ce qui est présent ici, elles seront de toute façon mises sur Web Collège. Regardez votre classeur pédagogique pour être au point. L'objectif ici, c'est, on va parler un peu des transformations chimiques. Mais avant de parler de transformations chimiques, il faut savoir ce qu'est une transformation chimique et donc ce qu'elle fait sur la matière. Et la question du la matière est constituée de quoi? Ça fait un moment qu'on se la pose, cette question. Là, je vous ai mis une petite bande dessinée qui vous rappelle un peu les courants de pensée. Pour vous dire un ordre d'idée, la question du la matière est constituée de quoi, elle date de l'Antiquité. Donc c'est quelque chose d'assez ancien. Alors sachant qu'à l'époque de l'Antiquité, il y avait deux modèles qui se présentaient, le modèle d'Aristote et le modèle de Démocrite. Alors je vous laisse mettre la vidéo éventuellement sur pause pour lire un peu ce que racontent ces différents scientifiques-là, entre Démocrite, Aristote, Dalton et Jean Perrin, bien plus tard, donc vous voyez, entre le 4e siècle et le 18e, voire 19e siècle. Ça a beaucoup évolué, il y a un gap entre les deux. Alors, on va commencer par débunker la blague tout de suite. Aristote, lui, il va considérer que la matière est constituée des 4 éléments fondamentaux. L'air, le feu, l'eau et la terre. Autant dire que c'est pas ça du tout. Il faudra attendre plutôt Démocrite. Démocrite, il a une réflexion un peu plus logique concernant la matière. Il se dit, tiens, je regarde la plage, je regarde le sable. Ok, j'ai l'impression que le sable s'est uni, mais si je me penche un peu plus en détail, je me rends compte que cette plage, en fait, ce sable, il est constitué de tout petits grains de matière. Et c'est ça qui lui a donné déjà l'idée de considérer finalement peut-être que toute la matière existante, que ce soit l'eau, le sable, l'air, les corps humains, les corps animaux, les plantes, et ainsi de suite, c'est peut-être constitué pareil de tout petits grains de matière qui sont collés les uns aux autres. Alors il était quand même visionnaire par rapport à l'idée. Même si son modèle reste incomplet, c'est quand même déjà une bonne idée. Il faudra attendre bien plus tard, à partir du 18e, 19e siècle, donc avec Dalton et Perrin, pour en fait confirmer ça. D'accord ? Dalton, il a montré qu'effectivement, le gaz est constitué de particules invisibles. Et Perrin va un peu plus loin. D'accord ? Il a prouvé avec ses expériences que les grains de matière existent bien, d'accord ? Qui sont un certain nombre, qu'il y a un certain nombre de grains de matière dans le gaz qui constitue, donc dans la matière qui constitue. Et ces particules-là, c'est ce qu'on va appeler communément les atomes et les molécules. Alors penchons-nous sur l'activité donc. Hop là. Alors l'activité donc que je vous propose aujourd'hui, elle est constituée donc de 2 documents, d'accord, le doc 2 et le doc 3, et des petites questions qui sont mises ici. Alors comme d'habitude, donc ceux qui sont à l'aise, vous pouvez déjà mettre la vidéo sur pause et essayer de répondre aux questions 5, 6, 7, 8 et 9 dans le cahier à partir des documents qui vous sont donnés ici. Bien évidemment, là je vais expliquer chaque question en vous donnant des astuces et des conseils. Vous retrouvez de toute façon le timecode dans la description. Ok ? Alors ces 2 documents donc, vont parler des molécules et de la matière. Alors prenons la question 5 déjà. Comment appelle-t-on la plus petite particule d'eau ? Quand on parle de particules, on parle effectivement des grains de matière. C'est quoi le nom qu'on va donner à ces grains de matière-là ? Alors pareil, pour résoudre facilement les questions documents, n'hésitez pas à prendre une ou plusieurs mots dans la question et essayer de les chercher à l'identique dans les textes. Par exemple, là, quel document parle de l'eau et donc des particules d'eau ? Si vous trouvez le document, vous savez dans quel document vous devez chercher et donc trouver la réponse. D'accord ? Donc quel est le nom qu'on va donner justement à ce grain, à ce petit grain de matière qui va constituer l'eau ?
Sachant que je l'ai un peu dit avant. Question 6. Cite les propriétés des molécules dans le modèle proposé. Alors, ce qu'on appelle un modèle, c'est une représentation. D'accord ? C'est ce qui va nous aider un peu à comprendre comment les choses sont faites. Ok ? C'est une représentation qui va m'aider à comprendre comment fonctionnent les choses. Alors, les propriétés. Donc, quelles propriétés possèdent les molécules dans le modèle qu'on propose? Donc, cherchez le mot propriété. D'accord ? Le propriété des molécules. Si vous trouvez le mot propriété, vous savez donc quel est le document et donc quelles sont les propriétés, c'est-à-dire la réponse. Donc cherchez vraiment là le mot à l'identique. Le mot propriété, cherchez-le dans le texte. Si vous le trouvez, vous trouvez la réponse. C'est la pure étude de doc. Okay. 7e question. Les molécules d'eau sont-elles différentes selon leur état physique? Selon l'état physique de l'eau, pardon. Donc pareil, là, il faut considérer, il faut chercher justement dans quel document on va vous parler des états physiques. Ok ? Et donc, essayez d'en déduire à partir de là, une fois que vous avez lu ce document-là, essayez de voir finalement, est-ce que l'eau à l'état liquide, l'eau à l'état solide et l'eau à l'état gaz, est-ce que ces molécules, en fait, sont identiques? Ok ? Donc, cherchez effectivement dans quel document on vous parle des états physiques, solide, liquide, gaz, hein. Et donc, dites-moi effectivement si elles sont identiques, ou si elles ne sont pas identiques, s'il y a une différence. Okay, c'est dans le texte, hein, j'insiste bien, je répète, c'est dans le texte. D'accord ? Question 8. Quelle est la différence entre un corps pur et un mélange à l'échelle moléculaire? Alors, parce que c'est ça qui serait intéressant, effectivement, c'est de savoir c'est quoi la différence entre les deux. Alors, qu'est-ce qui va différencier un corps pur et un mélange si je parle en termes de molécules? Si vous êtes un peu logique, vous devriez pouvoir répondre à cette question-là. Mais si jamais vous ne trouvez pas, donc pareil, cherchez le document qui va vous parler effectivement des différences entre les corps purs et les mélanges. Et dites-moi finalement, qu'est-ce qui change en termes de molécules, en termes de particules, quand je passe d'un corps pur à un mélange? C'est quoi la principale différence entre les deux? D'accord ? Pareil, soyez un peu logique, celle-là c'est une question assez simple, mais il faut que vous vous posiez un peu. D'accord ? Dernière question donc. Les molécules d'eau sont-elles visibles à l'œil nu? Justifie ta réponse. Là, il va falloir faire appel à un truc un peu technique. Alors, les molécules sont-elles visibles à l'œil nu? En fait, est-ce qu'on peut voir les molécules? Est-ce qu'on peut voir ces particules qui constituent la matière? Un exemple, si je prends le sable, je peux voir les grains qui constituent le sable, parce que si je prends un grain, je le vois à l'œil nu. Sachant que la taille d'un grain, c'est d'environ 0,1 mm. Et les millimètres, ça va 0,1 mm. D'accord ? Alors, en termes de puissance, c'est 10 puissance moins 1. 0,1